Marwan Mohamed, salam alaikum. Vous êtes porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France, ce qu'on appelle le CCIF. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ce CCIF et quand est-ce qu'il a été créé? Donc, le collectif contre l'islamophobie en France a été créé en 2003 dans un contexte d'islamophobie grandissante. Et qu'est-ce que fait le CCIF? Il apporte un soutien juridique et psychologique aux victimes d'islamophobie. Donc on les accompagne dans l'ensemble de leur parcours, on essaie de faire de la médiation pour les aider à avoir gain de cause et voir leurs droits respectés. Et quand c'est nécessaire, on les accompagne jusqu'à la plainte et parfois même en procès pour faire valoir leurs droits, les femmes musulmanes, hommes musulmans qui sont victimes de discrimination ou d'actes de haine. C'est aussi un travail d'alerte de l'opinion publique, parce qu'on voit que le climat politique et médiatique du moment stigmatise particulièrement les musulmans. Donc il y a un certain nombre d'analyses et de contre-argumentations à produire pour pouvoir justement désamorcer ce discours islamophobe et favoriser le vivre ensemble. Alors vous avez dû mettre ce collectif en place. Pourquoi? Parce que le SOS Racisme n'était pas assez sur le terrain que pour reprendre les plaintes des musulmans qui étaient victimes d'agressions ou autres? Malheureusement, il y a un manque de prise en compte de la spécificité de l'islamophobie en tant que forme de racisme. Et donc, que ce soit du côté des pouvoirs publics ou d'associations antiracistes traditionnelles, il n'y a eu pas ou peu de prise en compte de l'islamophobie en tant que phénomène. Et donc, il y a eu la nécessité de créer un organisme totalement indépendant, le CCIF, pour justement travailler sur ce terrain. La bonne nouvelle, c'est qu'au fil du temps, d'autres associations ont pris conscience de la gravité des actes islamophobes et sont venues avec beaucoup plus de sens de l'écoute et beaucoup plus de réalisme face à ça. Malheureusement, pour l'association que vous citiez, ce n'est pas encore pris en compte parce qu'ils sont dans le déni le plus total vis-à-vis de l'islamophobie. Alors les personnes qui sont victimes d'agressions, quelle est leur démarche auprès de votre association? Donc, le cas typique, ça va être une femme qui se fait discriminer à l'entrée d'un restaurant ou d'une salle de sport ou bien dans le cadre de son lycée et qui va nous contacter. En premier temps, on va compiler les informations autour de l'acte qui s'est produit, que ce soit un acte de violence ou bien un acte de discrimination. Et puis ensuite, on va essayer de vérifier les informations, contacter les agresseurs ou les discriminants pour essayer de rentrer en médiation quand c'est possible pour résoudre le problème. Et quand c'est pas possible, quand on voit que la personne campe sur ses positions, on va encourager la victime à déposer plainte. À partir de ce moment-là, pour nous, ça compte comme un acte de discrimination, comme un acte de violence vis-à-vis d'une personne ou d'une institution musulmane. Et ensuite, au fil de l'année, on va compiler les actes et à la fin de l'année, on va être capable de produire, en plus de l'ensemble du soutien des victimes qu'on a fourni, un rapport dans lequel on va quantifier l'islamophobie, compter le nombre d'actes, les proportions, les dynamiques, ce qui nous permet de comprendre le phénomène et de pouvoir présenter à l'opinion publique et au pouvoir public un tableau instantané de ce qui se passe dans le pays. Alors la question qu'on se pose, est-ce qu'elles ont souvent gain de cause, ces victimes qui déposent plainte? La réponse est oui. Dans l'ultime majorité des cas pour lesquels on est saisi, on a gain de cause. Soit le problème est résolu par médiation, soit on va en plainte auprès de la police ou jusqu'au procès, et à ce moment-là, on a gain de cause pour la victime. Mais c'est pas juste la victime qui est aidée dans ce cas-là. C'est-à-dire que ces victoires juridiques, elles créent des précédents et elles permettent à d'autres victimes de faire valoir cette jurisprudence-là pour voir leurs droits respectés. Si ces batailles-là ne sont pas menées, elles n'ont pas de chance d'être gagnées. Et donc voilà pourquoi c'est si important de déposer plainte et de faire valoir ses droits coûte que coûte, sans jamais accepter l'injustice. Il est difficile quand même de mener une bataille juridique lorsque vous avez des lois qui sont là pour un petit peu appuyer ce climat islamophobe. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Il faut jamais céder face à l'injustice. Et donc, il faut faire valoir les lois. Et quand les lois du pays ne sont pas suffisantes, faire intervenir le droit international, faire campagne sur le terrain associatif, sur le terrain politique, pour changer le rapport de force et voir nos libertés les plus fondamentales totalement respectées et de manière inconditionnelle. Alors, quelles sont vos démarches auprès du politique? Alors, la première chose, c'est d'identifier parmi les politiques ceux qui ont une approche plus ouverte ou plus fermée sur la question de l'islamophobie. Ensuite, quand on voit qu'un homme ou une femme politique a son fonds de commerce électoral centré sur la question de l'islamophobie, eh bien on va créer un rapport de force contre lui. On va mobiliser dans sa ville ou sur une mesure précise pour stigmatiser sa posture politique et montrer à quel point elle est raciste. Et donc, dans la majorité des cas, ces mobilisations payent. Je prends deux exemples. Par exemple, pour être très simple, par exemple, Françoise Laborde qui a proposé une loi
loi pour venir surveiller les nounous à l'intérieur même de leur domicile et leur interdire tout signe religieux à l'intérieur même de leur domicile, en sachant des pancartes ou l'existence d'un Coran dans une bibliothèque. Eh bien, en mobilisant contre elle, on a fait enterrer son projet de loi après qu'il ait été voté au Sénat. Deuxième exemple, la mairie de Gennevilliers, en banlieue parisienne, qui interdisait à des animateurs de jeûner pendant le mois de Ramadan et qui les a sanctionnés, renvoyés, mis fin à leur mission sous prétexte qu'ils jeûnaient. Eh bien, on a mobilisé des centaines, des milliers de personnes pour faire pression sur cette mairie, pour leur expliquer que leur politique était clairement discriminante et qu'ils devaient changer leur position. Et ils ont changé leur position. Donc on voit que sur des exemples très circonscrits, quand les gens se mobilisent, ils obtiennent gain de cause sur le terrain politique. Vous avez aussi été initiateur de Petit Pain au chocolat, l'action Petit Pain au chocolat. Quel a été le retour de cette action ? Excellent. On a fait une grande distribution de pain au chocolat à la gare Saint-Lazare pour dire que si Jean-François Copé accusait les musulmans d'avoir volé des pains au chocolat, eh bien, il était temps de les rendre. Et de montrer à quel point cette posture politique, elle était ridicule. Et ça nous a permis de dialoguer avec l'opinion publique, de dialoguer avec les gens, les passants qui venaient ou qui rentraient. Justement, quel retour avez-vous eu de ces personnes qui passaient ? On a vu certaines petites vidéos qui circulent sur le net, mais en général, est-ce que les gens ont adhéré à ce qu'ils disaient ou ils ont trouvé ça plutôt ridicule ? Non, les gens ont trouvé sa posture politique ridicule. Et ils ont trouvé ça très bien qu'on réponde par le sens de l'humour plutôt que de rentrer dans un jeu sérieux, de dire « Ah, c'est vilain » et ainsi de suite. Et en même temps, les journalistes, il y a un vrai point d'inflexion à partir de ce moment-là, c'est qu'ils se disent « Ok, il y a des gens dans ce pays qui se battent contre l'islamophobie et ils le font de manière crédible, raisonnée, utile. Il est temps de les écouter. » Alors on va venir sur le terme islamophobie. Est-ce qu'on garde le terme islamophobie ou vraiment anti-musulman, raciste ? Le mot qui existe, et le mot dont tout le monde se sert, c'est l'islamophobie. Donc il est temps d'accepter ce terme et d'arrêter de revenir systématiquement sur des débats sémantiques qui n'ont plus lieu d'être. C'est le mot qui est utilisé par le champ politique, par le champ médiatique, par les institutions désormais. Donc la question n'est pas de savoir si c'est un bon ou un mauvais mot. La question est quel est l'usage qu'on en fait et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit le terme et le sens le plus utile possible. En l'occurrence, nous on qualifie des actes islamophobes et des discours islamophobes de manière très précise. C'est ça le plus important. Vous qui vivez en France, est-ce que vous sentez réellement cette tension parmi vos concitoyens français ? Vous sentez vraiment cette tension, une haine ou des réticences ? De manière générale, il y a une tension qui existe entre les citoyens à cause d'une crise que traverse la France, que traverse l'Europe, qui n'est pas juste une crise économique, mais également morale, sociale, sociétale. La deuxième chose, c'est cette ambiance rébarbative, cette ambiance délétère, elle est bel et bien palpable. Et elle s'exprime des fois par des actes de discrimination et de haine, mais également par des remarques détournées, des choses un peu plus implicites qui vont aboutir juste à ce que le lien entre les gens se détériore. C'est ça aussi qu'il faut combattre. Parce que l'islamophobie, c'est pas juste 400 victimes par an. C'est des millions de personnes qui ont intériorisé le fait que vis-à-vis d'eux, il y a un rejet, il y a une haine et au minimum une méfiance. C'est ça le drame de l'islamophobie aujourd'hui. Que conseillez-vous à la population musulmane qui ressent cette islamophobie et est-ce qu'il faut répondre par la violence ? Est-ce qu'il faut se manifester ? Que faut-il faire exactement ? Notre attitude, l'attitude à avoir, elle doit être simple. C'est celle du juste milieu. Ne jamais accepter les injustices, ne jamais tomber dans la colère. La position, elle est simple. Elle est de dire qu'avec détermination, avec espoir, avec ouverture d'esprit et avec clarté dans le discours, nous dénonçons les injustices islamophobes dont des millions de musulmans sont victimes aujourd'hui à travers l'Europe. Et en même temps, ça ne change pas notre participation à cette société. On sera plus que jamais mobilisés sur des questions d'éducation, de santé, d'économie, dans l'intérêt collectif. Mais avec la même détermination, nous résisterons contre les injustices. C'est ça la posture à avoir. Nous avions rencontré il y a quelques années Esther Benbassa, qui est une spécialisée de l'histoire juive et qui disait que les musulmans aujourd'hui vivent dans la même ambiance des années 30 et elle tirait justement une sonnette d'alarme. Beaucoup de sociologues tirent une sonnette d'alarme. Alors est-ce que vous êtes du même avis ? L'alarme, elle a déjà sonné il y a quelques années dans le fait qu'il y ait des actes de violence, dans le fait que, par exemple, dans un tribunal en Allemagne, on soit capable d'assassiner une femme musulmane parce qu'elle porte le foulard et que ça se passe dans une enceinte de la République allemande, eh bien ça, c'est déjà un drame, c'est déjà une sonnette d'alarme. Aujourd'hui, on a des centaines de cas de discrimination. Certains d'entre eux sont similaires à la diabolisation dont était victime avant nous la communauté juive et la communauté rom également. Donc bien sûr qu'il y a des similitudes, bien sûr qu'il y a une situation d'urgence. La question c'est, nous n'accepterons pas d'arriver au drame qu'ont connu les communautés juives et roms avant nous. Nous n'accepterons pas l'injustice. Et c'est pour ça que c'est important de réagir de manière proactive, préventive pour éviter ça.
Votre présence ici aujourd'hui en Belgique, elle est pour créer des synergies dans d'autres pays européens, comme ce collectif-là? L'islamophobie est un enjeu international de toute façon. Elle change ses formes en fonction du pays, mais elle nécessite une réponse collective, une réponse raisonnée, une réponse coordonnée. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui.